le but d'éradiquer les conflits liés au territoire, le gouvernement béninois, par la voix du ministre du Cadre de vie et de Développement durable, José Tonato, a fixé de nouvelles conditions et procédures de délivrance de l'attestation de recasement au Bénin. Par un communiqué en date du 8 août 2023, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a listé des dispositions qu'il faut pour se faire délivrer l'attestation de recasement. Selon l'article 8 du dit arrêté, l'attestation de recasement est délivrée par le secrétaire exécutif de la commune du lieu de la situation géographique de l'immeuble. L'intéressé devra faire la demande avec l'original du reçu des frais de lotissement de l'original de la convention de vente plus une copie ou tout autre justifiant du droit d'accès présumé sur la parcelle, acte de donation, contrat d'échange. À ces deux pièces, le demandeur ajoute une pièce d'identité biométrique. Dès la réception de la demande, le secrétaire exécutif délivre au requérant un récépissé de dépôt et procède à un examen de l'ensemble du dossier en vérifiant la régularité des pièces produites et s'assurant d'une part que la parcelle concernée a effectivement fait objet de recasement et d'autre part de la conformité d'identité du présumé propriétaire. Dans un délai maximum de 5 jours d'étude de la demande, le secrétaire exécutif invite le requérant à procéder au paiement des frais de délivrance de l'attestation de recasement et procède à la délivrance de l'acte. Le programme offre aux jeunes femmes surtout l'accompagnement et le soutien nécessaires pour qu'elles puissent gagner en confiance, qui vont leur permettre aussi d'assumer le rôle de leadership dans divers domaines en lien avec la santé et droits sexuels et reproductifs, incluant aussi les violences basées sur le genre. Pour leurs collègues masculins, nous voudrons qu'ils sachent qu'ils doivent assister les collègues jeunes femmes et ils seront pour eux des alliés dans la lutte contre les violences basées sur le genre et les discriminations. Ma première attente, c'est de renforcer mes connaissances, mes capacités en matière de droit de la santé sexuelle et de la reproduction. Également, pouvoir avoir la chance d'être parmi les personnes retenues pour aller dans un stage en cabinet d'avocat afin de parfaire ma formation. Les problèmes liés au changement climatique sont de plus en plus accrus et pour cela nous avons mis un certain nombre de variétés et d'innovations technologiques à la disposition de ces utilisateurs. Malheureusement, ces produits-là ne sont pas suffisamment connus. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons 6 technologies de variétés de maïs. Au nombre de ces 6 technologies, nous avons 4 qui sont des variétés composites de maïs que nos producteurs connaissaient déjà depuis un certain nombre et qui manipulaient. Mais en dehors de ça, nous avons 2 autres technologies qui sont des variétés hybrides de maïs. C'est ces variétés qui sont un peu nouvelles, dans le système et que nous sommes en train de promouvoir depuis un certain nombre d'années. L'aptitude de certaines variétés à pouvoir disposer de qualité nutritionnelle. Quand je parle de qualité nutritionnelle, je fais allusion à certaines variétés qui sont enrichies en provitamine A. Nous en avons qui sont enrichis en protéines. Et tout ça, bien entendu, sont utiles pour les consommateurs, notamment quand nous prenons la frange concernant les mères allaitantes, qui ont besoin de farine à base de maïs, enrichi en ces nutriments-là pour régler un certain nombre de problèmes liés aux malnutrition. Quand je prends la catégorie des variétés hybrides que nous sommes en train de promouvoir, ce sont des variétés qui ont de très bons rendements et qui vont au-delà de 5 tonnes jusqu'à 12 tonnes à l'hectare. Voilà. Donc, en dehors de ça, les variétés composites sont beaucoup plus performantes que les variétés locales que nos producteurs ont l'habitude d'utiliser et dont ils ont du mal à se débarrasser, qui actuellement, lorsque nous les utilisons, nous sommes à un potentiel de 1,2 à 1,4 tonnes à l'hectare en termes de moyenne au plan national.
Mais avec ces différentes technologies que nous promouvons, nous pouvons aller jusqu'à 3,5 tonnes en moyenne. Sur cette parcelle, nous avons installé 2 variétés de manioc riches en bêta-carotène, en provitamine A. Et ce sont des variétés qui ont été mises au point pour améliorer et régler un peu les problèmes nutritionnels rencontrés en milieu rural au niveau de nos producteurs. Au niveau de ces 2 variétés, nous avons une variété qui a un rendement moyen de 30 tonnes à l'hectare et la seconde a une variété a un rendement, un potentiel de rendement de 25 tonnes à l'hectare. Il y a aussi les poissons, la production halieutique que nous avons voulu mettre dedans pour montrer comment on peut nourrir les poissons avec l'alimentation locale. Parce que le grand problème de nos pisciculteurs, c'est d'acheter l'aliment à l'extérieur. Ça coûte très cher. Or, l'INRAB a mis au point une technologie où l'on peut nourrir les poissons avec l'alimentation locale, les aliments locaux. Vous n'êtes pas sans savoir que, compte tenu des événements, du changement qui s'est réalisé au niveau du Niger, par rapport à la prise du pouvoir par les militaires citoyens, des militaires patriotes, il y a eu des problèmes au niveau des frontières, au niveau de la CEDEAO. Donc, étant donné que nous résidons au Bénin, un pays membre de la CEDEAO, il y a eu des sanctions prises au niveau de la CEDEAO. Et ces sanctions-là, ça a beaucoup touché notre vie, ou bien la situation de tous les Nigériens et les Béninois ensemble. Nous qui résidons ici au Bénin, la grande majorité opère dans les marchés et au niveau du port. Et vous savez très bien que les transactions commerciales sont pour le moment au poids mort, ou bien si je peux dire, tout est bloqué. Donc tout marche au ralenti au niveau du port. Ce qui fait que les activités sont au ralenti. Rien ne marche, ça fait plus de 3 semaines. Et ça touche énormément la vie sociale de tous les Nigériens et les Béninois aussi. Ici au Bénin, nous sommes comme des Béninois aussi. Alhamdulillah, nous résidons ensemble, nous vivons ensemble, nous exerçons ensemble. Donc on ne trouve aucun problème, on ne rencontre aucun problème dans la vie quotidienne ici au Bénin, de Cotonou jusqu'à Maranville. Mais malheureusement, les sanctions là nous ont beaucoup pénalisés. On a le panier de la ménagère est vraiment très difficile à être chose. Le quotidien est très difficile. C'est ce qui nous a poussé à venir ici pour demander la clémence du président Patrice Talon. C'est le papa de tous, c'est le papa des Nigériens qui sont ici, c'est le papa des Béninois. S'il y a possibilité de rouvrir les frontières, ça va beaucoup nous plaire. Et c'est notre souhait. C'est ça que nous sommes venus encore pour demander, pour encore lancer, vraiment si possible, s'il y a possibilité, encore de lancer encore notre appel par rapport aux sanctions que la CEDEAO avait prises par rapport au pays, de lever toutes les sanctions là. Parce que c'est la population qui souffre. Ce qui se passe au Niger, bon, je voudrais qu'on retourne un peu derrière, ça fait 12 ans que la population, bien le peuple du Niger, souffre énormément. Si maintenant il y a eu un changement, peut-être c'est le bon Dieu qui nous a amené ça. C'est une libération si on peut le dire. Donc moi je voudrais juste une entente que la CEDEAO, les pays membres de la CEDEAO engagent des négociations diplomatiques pour trouver des solutions paisibles, des solutions louables, des solutions qui rentrent dans la recherche de la paix. Mais l'intervention qu'on entend partout, l'intervention militaire, ça, vraiment, nous, on ne le souhaite pas. C'est quelque chose, c'est un événement qui, si ça se réalise, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui sera vraiment touchée. Donc, vraiment, notre souhait, que le bon Dieu nous aide et que le bon Dieu assiste les présidents de la CEDEAO, qu'ils mettent de l'eau dans leur vin pour qu'ils comprennent que la population que nous souffrons. Nos évêques ont sorti une lettre de recommandation pour dire que la paix doit être recherchée coûte que coûte. Nous sommes des humains, ce n'est pas par les armes que nous allons nous faire entendre, c'est par la raison, c'est par les échanges, c'est par le dialogue.
Et je pense que j'ai comme impression que même la CEDEAO, que tout le monde critique, a toujours dit d'abord dialogue. Et même ceux qui prennent les armes dans n'importe quel pays du monde, vous allez voir que quand ils finissent de prendre les armes, ils recherchent encore la paix. C'est pour vous dire que les armes ne font pas. Les armes peuvent vous permettre d'écraser quelqu'un momentanément, mais ça ne donne jamais la victoire. Or, ce que nous on veut, ce que Marie veut avec nous, c'est la victoire. Ce n'est pas gagner sur quelqu'un un moment, c'est gagner pour toujours. La prière est la chose la plus importante. Au-delà des menaces de guerre, au-delà des promesses de démonstration de force, le plus important, c'est de pouvoir s'entendre. On peut gagner la guerre, on ne gagne pas la paix au prix des armes. C'est pour cette raison que c'est la prière qui est la chose la plus importante pour nous qui sommes chrétiens catholiques. Et nous demandons de prier. Nos évêques nous ont demandé de prier. Et le 18 août, les évêques ont demandé une journée de jeûne et de prière. Donc j'invite tout le monde à prier et à jeûner pour que l'Esprit Saint inspire nos dirigeants. Sans les inspirer, il ne peut pas dire de bonnes choses. Et sans que l'Esprit Saint nous précède aussi, ceux qui ont pris le pouvoir ne peuvent pas avoir le cœur audible au cri de ce qui est bon. Donc, prions pour que, de part et d'autre, l'Esprit Saint les anime tous. Et avec ça, on va gagner. Et la victoire sera totale. La NNPC, la société pétrolière d'État nigériane, a annoncé mercredi avoir obtenu un prêt de remboursement de 3 milliards de dollars sur le pétrole brut de la part de la banque Afrexim. Basée au Caire, Afrexim soutiendra les réformes du gouvernement nigérian visant à stabiliser les taux de change. La NNPC a déclaré que le prêt débourserait immédiatement des fonds pour soutenir le gouvernement dans ses réformes de politique budgétaire et monétaire. Le Nigeria, plus grande économie d'Afrique, cherche à renforcer ses réserves et à endiguer la chute de sa monnaie. Le Naira a atteint des niveaux records sur le marché noir 2 mois après l'assouplissement des restrictions commerciales sur le marché officiel. La Banque centrale du Nigeria avait promis lundi d'engager des mesures pour stabiliser le Naira et renforcer le marché d'échange dans les prochains jours. Le coût de la vie s'envole dans la capitale nigérienne Niamey, en conséquence des effets du coup d'État et des sanctions économiques imposées par le bloc ouest africain de la CEDEAO. Malgré les difficultés, le changement de régime a offert de nouvelles opportunités pour certains habitants dans ce pays fortement touché par le chômage. Avant le putsch, je n'avais pas de travail. Mais maintenant, j'en ai. Dieu merci, je vends des chaises que je fabrique. Dans le putsch, je n'étais pas capable de les vendre. Je n'avais rien. Maintenant, si. Dieu merci. Le Niger compte 25 millions d'habitants et est considéré comme l'un des plus pauvres au monde. Les coupures d'électricité depuis le coup d'État militaire ont aggravé la situation. Avant, le piment à sachet, c'est 500, mais maintenant c'est 1000 francs. Oui. Même les moutardes, avant c'est 1000 francs, maintenant c'est 1500. Le problème qu'on a eu le coup d'État, c'est le courant. Parce que Nigeria, il a pris le courant. Maintenant, si on est en train de travailler, on va faire coupure. On attend. Quand le courant vient, immédiatement, on va rentrer dans le travail. Les agences humanitaires ont déclaré que les suppressions de l'aide au développement devraient également avoir un impact dramatique sur les conditions de vie d'un pays déjà soumis à de fortes pressions.
Une scène de classe à Niamey, 3 semaines après l'arrivée d'une junte militaire aux affaires. L'école fonctionne dans un climat plutôt bon enfant, alors que les habitants de la capitale vaquent à leurs occupations. Seule incertitude, l'intervention militaire éventuelle de la CEDEAO. La CEDEAO, on n'en a rien à foutre. La CEDEAO est taillée sur mesure pour les présidents qui sont là. Et on n'en a pas besoin. Que la CEDEAO intervienne ou pas, le Niger est prêt à tout. On est prêt. Face à la menace de la CEDEAO, les habitants de Niamey appellent au recrutement massif de volontaires. Des dizaines de milliers d'hommes qui apporteraient un soutien multiforme à l'armée. L'initiative semble faire recette. Mes enfants et moi aimons ces soldats. Et j'invite les jeunes à rejoindre l'armée pour développer notre pays et nos villages. Je bénis ces soldats. Pour l'heure, la voie du dialogue et de la diplomatie semble privilégiée, même si la CEDEAO organise jeudi une réunion qui doit se pencher sur les modalités d'une possible intervention armée au Niger. Depuis quelques années, l'état de santé du chef de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko se détériore, a alerté son parti, les Patriotes sénégalais pour le travail. En grève de la faim depuis sa mise en détention le 31 juillet, Sonko aurait refusé de recevoir toute forme de soins médicaux au cours des 5 derniers jours, a annoncé le PASTEF dans un communiqué mercredi. Cette situation jette le discrédit sur les institutions, cultive et entretient la haine et le ressentiment, poursuit la note. Pour rappel, le 6 août, le PASTEF avait déjà annoncé l'hospitalisation d'urgence de l'opposant, tenant le président Macky Sall et son régime pour responsables. Ousmane Sonko, accusé entre autres d'atteinte à la sûreté de l'État, estime être victime de l'instrumentalisation de la justice par les autorités pour l'empêcher de se présenter aux prochaines élections de 2024. Selon la presse locale, il aurait été radié des listes du fichier électoral. La commission électorale du Zimbabwe promet des élections harmonisées. L'engagement a été pris par sa présidente lors d'une communication devant les observateurs internationaux. Priscilla Chingumba a présenté notamment les résultats du recensement électoral. Les Zimbabwéens sont attendus aux urnes le 23 août pour le double scrutin présidentiel et législatif. Les opérations ont permis d'enregistrer de nouveaux électeurs et d'actualiser le fichier électoral. Plus de 450 000 personnes ont été inscrites au cours de l'exercice, ce qui porte à 6 623 511 le nombre total d'électeurs pour les prochaines élections. Malgré les assurances, l'opposition émet des doutes sur la tenue d'un scrutin transparent. Alors que le contexte politique dans le pays est teinté de suspicion, la commission électorale brandit l'indépendance que lui confère la loi suprême. Dans ces opérations, la commission électorale du Zimbabwe n'est pas influencée par le gouvernement, des individus ou d'autres organisations, comme on l'a parfois prétendu. L'article 235 de la Constitution du Zimbabwe garantit l'indépendance de la Commission. Je voudrais vous informer que la Commission est prête à organiser des élections harmonisées en 2023. Autre engagement, celui du parti au pouvoir, la ZANU-PF, a promis de ne pas mobiliser l'armée contre des manifestations éventuelles en lien avec le scrutin. L'ex-directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Cosma Wilangula, a été placé ce mercredi sur la liste américaine de sanctions. Wilangula et 2 autres anciens responsables de cet organisme public de la République démocratique du Congo sont interdits d'entrer aux États-Unis. Les fonctionnaires sont accusés d'avoir abusé de leur position de responsable de la protection des espèces sauvages en s'impliquant dans le trafic de chimpanzés, de gorilles, d'okapis et d'autres espèces sauvages protégées en RDC. Selon le département d'État américain, le trafic a été fait vers la République populaire de Chine
en échange de pots de vin. Après 16 ans à la tête de l'ICCN, Cosma Wilangula a été suspendu de ses fonctions par la ministre de l'Environnement, Eve Bazaiba, pour mauvaise gestion en août 2021. La même mesure de suspension avait également été prise contre tous les membres du conseil d'administration de l'Institut. Depuis, des nouveaux dirigeants ont été nommés par les autorités à la tête de cet organisme public chargé de la gestion des parcs nationaux en République démocratique du Congo. La dette publique du Kenya a atteint un niveau historique de 10 100 milliards de shillings, l'équivalent de 64,1 milliards d'euros selon les chiffres du gouvernement publiés mardi. La dette a connu une augmentation record de 9,9 milliards d'euros au cours de l'exercice qui s'est terminé en juin, malgré les promesses du président William Ruto de juguler les emprunts. Cette dette, qui représente 62,4% du PIB, dépasse le plafond d'endettement fixé à 10 000 milliards de shillings. En juin dernier, l'Assemblée nationale a voté un amendement prévoyant que ce plafond ne soit plus un montant fixe, mais une part du PIB, mais il n'a pas encore été soumis au Sénat. Le remboursement de la dette devient de plus en plus coûteux, notamment avec la dépréciation de la monnaie locale qui a atteint un taux de change record de 143,4 shillings pour $1 en août. Le 20 juillet, l'agence de notation Fitch a même revu à la baisse de stable à négative les capacités du pays à rembourser sa dette auprès des bailleurs internationaux, évoquant des risques posés par des hausses d'impôts. L'Église catholique sud-africaine soutient la démarche des mineurs de charbon qui ont déposé un recours collectif contre plusieurs compagnies minières mardi. Le recours est lancé au nom de 17 mineurs ou anciens mineurs et vise le géant BHP, sa filiale South 32, ainsi que la société Seriti, a déclaré la partie civile. La procédure vise à obtenir des réparations pour les mineurs qui ont travaillé pour ces entreprises depuis 1965, beaucoup d'entre eux ayant contracté une maladie liée à leur activité. Les familles de ceux qui en sont morts espèrent également être indemnisées. Dans un communiqué publié mercredi, la conférence des évêques d'Afrique australe a annoncé vouloir accompagner les mineurs dans leur combat, expliquant, je cite, « Les anciens travailleurs ne sont plus syndiqués, ils n'ont ni les moyens ni les capacités d'intenter un recours contre ces grandes entreprises », ajoutant qu'il incombe à l'Église d'apporter son aide. Conscientes des risques sanitaires, les compagnies minières n'auraient pas fourni d'informations ni d'équipements nécessaires afin d'assurer un environnement de travail sûr à ses ouvriers, a ajouté l'Église. De violents combats ont opposé deux influents groupes armés et ont fait au moins 27 morts et 106 blessés dans une banlieue de la capitale libyenne, selon un bilan provisoire du centre médical d'urgence local. Ces affrontements déclenchés par la détention du chef de la brigade 444 par un groupe rival, la force spéciale de dissuasion Al-Rada, ont éclaté lundi soir et ont fait rage tout au long de la journée de mardi. Les deux groupes font partie des myriades de milices qui se disputent le pouvoir depuis le renversement de Muammar Kadhafi en 2011. Mardi, en fin de journée, le conseil social de la banlieue sud-est de Zoug el-Jouma, bastion de Al-Rada, a annoncé qu'un accord avait été conclu avec le premier ministre Abdelhamid Dbeibah, chef du gouvernement, pour la libération du chef de la brigade 444. Deux groupes armés soutiennent le gouvernement de Dbeibah, l'une des deux administrations rivales qui se disputent le pouvoir par le biais d'alliances changeantes avec les milices sur le terrain. Depuis la mort de Muammar Kadhafi, la Libye est divisée entre le gouvernement de Dbeibah soutenu par l'ONU à l'ouest et un autre à Benghazi dans le nord-est soutenu par l'homme fort de l'armée, Khalifa Haftar.